Bonjour Marc. Bonjour Caroline. Bon, je suis contente d'être venue à Bordeaux pour te rencontrer. Tu as un parcours, on va dire, atypique quand même. Tu as eu des statuts assez différents. Tu es passé de freelance en CDI, tu as retourné freelance. Où est-ce que tu en es aujourd'hui? J'ai été employeur, j'ai été freelance, j'ai été salarié. J'ai exploré tous les statuts possibles et toutes les relations possibles avec le travail et avec le monde du travail. Alors aujourd'hui, je cumule encore une fois, ce n'est pas coutume. Je suis enseignant de temps en temps, je suis toujours freelance puisque je fais des formations et puis je suis aussi à nouveau entrepreneur. Tu as évolué dans le milieu de la tech. À quel rôle et en quoi tu as contribué à l'édifice? Alors, dans la tech, j'ai un peu tout fait. J'ai commencé, j'étais un petit peu le premier ouvrier de ma boîte. J'aime bien dire la chose comme ça. Donc, il y a même eu une époque où je codais. J'ai jamais été un grand programmeur, mais j'ai mis les mains dans le cambouis, évidemment. Très rapidement, je me suis retrouvé plutôt à aller chercher de la clientèle, à structurer des propositions de valeur, à gagner des contrats. Et donc, j'ai dû en permanence faire le pont entre plusieurs métiers. Et donc, je suis passé très vite de la gestion de projet à la facilitation, ensuite au business développement. Quel est le point commun à chaque fois que tu es passé de freelance à CDI? Alors, le point commun, vraiment, ce qu'on va chercher quand on quitte le statut de liberté que nous offre le freelancing, c'est d'essayer de diminuer cette incertitude dans laquelle on va baigner, qui s'accompagne aussi d'une forme d'inconfort, parce que c'est difficile de se projeter, d'avoir des projets de vie perso structurants, c'est assez complexe. Quand tu es en freelance et que tu repasses en CDI, qu'est-ce que tu as remarqué? Alors très clairement, il y a une constante quand on est en freelance et qu'on passe en CDI, ce qu'on ressent et qui vraiment va naître assez rapidement, c'est une question de moi, c'est on va se sentir sous-exploité. Moi, c'est vraiment une constante, c'est-à-dire on se dit mais bon sang, j'ai développé un panel de compétences, de capacités, j'ai dû faire face à plein de choses très compliquées et quand je redeviens salarié, on se dit mais pourquoi vous me demandez pas de faire ça, je sais le faire. C'est pour ça que je parle de cette confiance-là et si on est capable d'emporter la confiance, du coup, on emporte aussi le job parce que souvent, on arrive quand même avec une surqualification. Moi, c'est ce que j'ai connu toute ma vie. Et d'ailleurs, j'ai même été parfois dans des situations où j'ai dû un petit peu maquiller le CV pour enlever des références pour que l'employeur se dise si je peux quand même faire appel à cette personne-là. Et dans mes derniers jobs, il m'est arrivé même que l'employeur me dise non, je veux surtout pas voir ton CV. Ça risque de trop m'impressionner. Ça peut paraître contre-intuitif et on peut croire que waouh, c'est qui ce mec, il a le melon. Non, en fait, quand on est freelance, on en parlait tout à l'heure en préparant cette interview, quand on est freelance, on est amené à répondre à un nombre de situations tellement variées, tellement complexes. Alors justement, tu parlais de filet de sécurité en parlant du CDI. Quelles sont les autres choses agréables? Je pense qu'il ne faut pas balancer les choses en se disant bon, finalement, où est-ce que je gagne le plus? Où est-ce que je suis le plus sécurisé? Où est-ce que je suis le plus libre? Je pense qu'un bon indicateur, c'est se dire ok, au moment présent, compte tenu de mon énergie, de ce que je suis capable de développer des ressources dont je dispose, en fait, où est-ce que je peux naturellement, le plus facilement m'épanouir? C'est ça qu'il faut, je pense, regarder. Si on a vraiment cette capacité à être flexible, à passer d'un statut à un autre, il faut regarder vraiment le coût d'énergie individuelle. Il faut se voir finalement comme sa propre entreprise. Alors déjà, il y a eu des opportunités évidemment qui se sont présentées. Donc il faut toujours avoir un plan pour nourrir ces opportunités, les alimenter. Ce sont des opportunités qui viennent parce qu'elles sont amenées par des relations. Donc il faut toujours aussi, quand on est freelance, construire son réseau. On attache vraiment beaucoup d'importance aux relations humaines. Ça, c'est vraiment une clé de voûte importante. Et puis du coup, ce qui en découle, c'est la confiance en fait. C'est-à-dire que les opportunités, elles se présentent parce qu'il y a des relations qui ont confiance en nous et qui viennent nous solliciter et nous challenger. Et ça, c'est important, ce critère de confiance, parce que très souvent, l'employeur ou le donneur d'ordre va s'interroger, de se dire, est-ce que ce profil-là, qui a été freelance pendant très longtemps, va être capable de rentrer dans la case que je prévois qu'il occupe au sein de mon organisation? Et donc, c'est pour ça que je parle de cette confiance-là. Et si on est capable d'emporter la confiance, du coup, on emporte aussi le... Si on a la confiance de l'employeur en disant, écoute, je ne vais pas perturber ton organisation interne, je ne vais pas susciter une crise de leadership, je ne vais pas être difficile à manager, mais en fait, ça se passe très bien. Attends, si je t'écoute bien, Marc, tu es limite en train de dire que parfois, en tant que freelance, il faut sous-estimer un peu ses capacités. Une bonne pratique à suivre, déjà, c'est de faire un CV
par employeur, c'est déjà. Et donc, ça veut dire qu'on reconstruit son CV en analysant dans son parcours quelles sont les références qui sont signifiantes pour cet employeur et qui lui apportent du sens, et en se disant, OK, je vais pas respecter mes guidelines habituelles, ou je vais sortir un petit peu des clous, ou pour une fois, je ne recrute pas en m'appuyant sur un logiciel, ce qui est aussi un gros sujet actuellement, pour des gens comme moi qui sont pas des ingénieurs et qui travaillent dans la tech. Donc, il faut se dire, OK, je prends un risque en allant chercher un profil comme ça, un peu atypique, parce que je crois qu'il va m'apporter du ROI sur des choses sur lesquelles la plupart des profils ne sont pas capables d'aller. Donc, il faut aussi que je me sécurise. Et pour me sécuriser, en fait, il faut le nourrir. Il faut dire, regarde, dans mon parcours, j'ai déjà traité tous ces points-là qui correspondent exactement aux questions que tu te poses. Donc, c'est comme ça, je pense, c'est le conseil que j'ai envie de donner aux freelances qui envisagent de basculer à la vie, au salariat, c'est de se dire, bon, comment est-ce que je peux créer la confiance vis-à-vis de mon employeur pour le sécuriser en lui disant que toute l'expérience que j'ai accumulée aujourd'hui, ça fait de moi le meilleur salarié possible. Un des métiers en difficulté aujourd'hui et qui se pose beaucoup de questions, c'est le métier de développeur. Qu'est-ce que tu conseillerais à un développeur aujourd'hui, et est-ce que tu penses, comme d'autres sirènes, que ce métier est voué à disparaître ? Alors, voué à disparaître, je ne sais pas. En tout cas, j'ai la certitude qu'il va radicalement se transformer. Le conseil que j'ai envie de donner aux développeurs, c'est n'adoptez pas de position dogmatique. Surtout, on met son ego de côté et on regarde les nouveaux outils qui arrivent avec tout le potentiel qu'ils peuvent avoir et allez les tester. Vous devez avoir déjà intégré un, deux ou plusieurs outils dans votre workflow, dans votre process quotidien pour gagner en productivité, mais surtout pour vous faire votre culture. Parce que ces outils-là, aujourd'hui, ça va devenir une constante, on va les trouver partout. C'est la grosse hype du moment, mais au-delà de la hype, il y a vraiment aussi une productivité à aller chercher et il faut démontrer en fait que vous êtes la personne ressource dans votre organisation vis-à-vis de ces questions-là. Parce que du coup, ça va fixer aussi la valeur que vous avez en tant que développeur, que vous soyez freelance ou que vous soyez dans une boîte, ça va fixer cette valeur-là parce que vous allez pouvoir conseiller justement sur toutes les transformations à suivre à adopter, et vous allez entretenir un benchmark permanent justement des dernières IA Gen qui sortent, et on parle d'ailleurs de Gemini 2, et puis il y a une constante qui est revenue en permanence, c'est celui d'entrepreneur. Et après, ce qui s'est vraiment aussi figé, c'est le rôle de consultant, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui va identifier des irritants, des pain points dans une organisation et qui va être capable de les résoudre en faisant appel à la tech pour apporter un ROI hyper concret et généralement plutôt à court terme à des organisations plutôt de nature industrielle, parce que c'est ça qui me distingue. Donc concrètement dans la tech, mon métier, ça a été d'aller sourcer des savoir-faire, des talents, mais aussi des technos, à chaque fois les meilleurs au moment requis par rapport aux besoins des entreprises. Justement, aujourd'hui, si on s'adresse à des freelances qui sont en train de se poser la question de retourner en CDI, dans quel univers, dans quel secteur tu leur conseilles de chercher ? Il se passe des choses aussi incroyables. En France, un ingénieur moyen il coûte beaucoup moins cher que dans la Silicon Valley. Donc, si vous êtes un freelance français et que vous êtes sur le territoire, vous avez aussi des opportunités. OpenAI a ouvert un bureau de R&D à Paris. Perplexity ouvre à Marseille. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire ? Je suis en train de dire aussi ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que emparez-vous du sujet de l'IA, formez-vous maintenant. Il y a des nouvelles choses qui arrivent. Perfectionnez-vous sur la data, sur l'IA, l'IA-Gen. Il y a vraiment des choses intéressantes à faire autour des LLM, de la RAG, du fine-tuning, etc. Tout ça, c'est vraiment extrêmement recherché. Si vous n'arrivez pas à trouver un job, évidemment, dans ces structures-là, il y a toutes les entreprises, je pense actuellement, du CAC 40 qui ont ouvert un sujet sur cette thématique. Donc, toutes les feuilles de route, finalement, j'ai envie de dire, on a remplacé ce sujet un peu métaverse qu'avait fait Pchit il y a quelques années par un sujet qui est vraiment maintenant une constante et qui démontre du ROI pour les organisations. C'est l'IA et l'IA-Gen. Je ne sais pas combien de temps l'IA-Gen va durer. Je pense que la hype va un peu s'émousser. Mais ce qui est certain, c'est que l'IA, ça va être une constante des prochaines années. Donc, prenez le virage de l'IA si vous ne l'avez pas déjà pris et renforcez vos compétences dans ce domaine-là. Vous aurez beaucoup plus de chances de trouver du boulot. Donc, pour terminer, Marc, qu'est-ce qui t'inspire en ce moment comme sujet ? Alors là, je pense qu'on est au-delà de l'inspiration. L'entrepreneuriat, c'est un peu une histoire de névrose, on va pas se mentir. De passion, on dit. De passion, mais là, je suis dans l'obsession. Donc vraiment, quelque chose qui m'obsède en ce moment, c'est la robotique.
humanoïde. Le marché du travail va être impacté dans les prochaines années par ces machines qui sont ni du software ni du hardware et qui vont remplacer des tâches à faible valeur ajoutée dans des organisations d'abord industrielles. Et je pense qu'il va y avoir un vrai choc de productivité au niveau européen, mais pas que au niveau mondial. Et ça, c'est absolument complètement dingue. Parce qu'en fait, on vit un moment GPT dans la robotique humanoïde. Des choses qui étaient très difficiles à faire avant, on arrive à les faire maintenant très facilement. Boston Dynamics a mis à la poubelle plus de 15 ans de R&D. Donc il y a vraiment une rupture entre les vieux roboticiens et les nouveaux roboticiens qui se sont emparés des capacités justement de l'intelligence artificielle. Et on arrive à faire des choses absolument incroyables, en particulier de la marge, de l'appréhension. On arrive à faire maintenant de l'apprentissage très facilement. Et ça, c'est juste complètement dingue. Bon, ben, on se retrouve sur Vivatech alors. Avec grand plaisir, Caroline.